6 septembre 2017, il est 20h30. À la une de l'actualité de ce mercredi soir en 2015, un cinquième des habitants de la planète, soit 1,4 milliard de personnes, ont donné de l'argent à une œuvre de charité. 1 sur 7 a fait du volontariat à l'occasion de la journée internationale de la charité que l'ONU a d'ailleurs fixée hier, jour d'anniversaire de la mort de Mère Teresa. Petit retour en arrière sur les chiffres et la générosité dans le monde. Des images signées Simon Lehmann et Pierre Trouvé. You can't make a $1,000 vow of faith. I'm saying in faith. L'astrologie se résume aux horoscopes, dans les magazines notamment, aussi à la radio. Mais même selon les astrologues, cette astrologie ne vaut pas grand-chose. Les spécialistes défendent plutôt une astrologie savante qui repose sur le positionnement des astres au moment de la naissance des anges et des gens. Alors, l'astrologie, est-ce que cela fonctionne vraiment? La réponse signée Donald Walter. Est-ce que l'astrologie, ça marche? Pour la plupart des gens, l'astrologie, c'est ça. Des pages de magazines pleines de phrases affirmatives et énigmatiques du genre « Balance, c'est l'heure de prendre les bonnes décisions. Verseau, l'amour n'est pas loin. » Cette astrologie-là, on l'appelle l'astrologie populaire. Elle est imprimée dans les journaux depuis les années 30, mais même les astrologues n'essayent pas de la défendre. C'est, selon un avis universel, de la poudre de perlimpinpin, de perlimpinpin. Mais il existe aussi une autre astrologie, l'astrologie dite savante, établie par des spécialistes. Cette astrologie-là est née il y a plus de 4000 ans. Elle repose sur l'étude de l'agencement des astres du système solaire à un moment donné. Alors, pour savoir si elle marche, il faut d'abord savoir comment elle marche. Et pour ça, il faut d'abord connaître un petit terme technique,
l'écliptique. Pour faire simple, l'écliptique, c'est la trajectoire que suit le Soleil dans le ciel. Et les astrologues de l'Antiquité ont divisé cette écliptique en 12 tranches égales qui correspondent très vaguement aux 12 constellations du zodiaque. Et c'est encore aujourd'hui grâce à cela que les astrologues peuvent faire le thème astral des gens. Ils notent le lieu et l'heure de leur naissance et ils regardent à quel niveau l'écliptique croisait l'horizon à ce moment-là. Ce point de croisement, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. Par exemple, si, comme Emmanuel Macron, vous êtes né le 21 décembre 1977 à 10h40 du matin à Amiens, eh bien vous êtes ascendant Capricorne. Si vous êtes né 10 minutes plus tard, toujours à Amiens, la Terre a tourné et vous êtes ascendant Verseau. Du coup, il faut être vraiment très sûr de son heure de naissance. Les astrologues notent également la position d'autres astres sur l'écliptique. Ici, par exemple, la planète Vénus est en Sagittaire et Uranus est en Scorpion. Avec tout ça, les astrologues dessinent le thème astral et ça ressemble à ça. On retrouve l'écliptique, les signes du zodiaque, la position des astres, l'ascendant et tout un tas d'autres trucs comme les maisons, le milieu du ciel ou les aspects. Tout cela, ce sont des réalités astronomiques, celles de la position des astres dans le ciel à un moment donné. Mais les astrologues ne se contentent pas de décrire le ciel. Ils postulent que la position des astres a une influence sur les gens. Et pour expliquer cette influence, ils s'appuient sur deux réalités physiques, la gravitation et le magnétisme. Et après tout, pourquoi pas? C'est vrai par exemple que la Lune provoque des marées hautes et des marées basses, c'est vrai aussi que le magnétisme de la Terre fait bouger les aiguilles des boussoles, donc au fond on pourrait se dire, ils peuvent parfaitement avoir une influence sur nous. Peut-être oui, mais le problème c'est que l'astrologie utilise ces réalités scientifiques de manière pas du tout scientifique. Premièrement, elle ne prend en compte que la gravité des astres. Or, la gravité est présente partout. Si je roule en Kangoo sur l'autoroute par exemple, la Kangoo dans laquelle je me trouve a beaucoup plus d'influence gravitationnelle sur moi que les planètes Mars ou Vénus par exemple. Or, l'astrologie ne prend pas en compte les Kangoos. Sur le magnétisme, c'est la même logique. Pluton par exemple est incluse dans les thèmes astraux. Or, Pluton est à 5,9 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui est vraiment trop loin pour qu'elle ait la moindre influence magnétique sur nous. Mais les astrologues vont encore plus loin. Ils plaquent sur leur analyse non scientifique du ciel des interprétations complètement arbitraires. Par exemple, Vénus est associée à l'amour et Mercure plutôt à l'intellect. Or, l'ensemble de ces interprétations ne repose sur aucune observation objective. Rien du tout. En gros, c'est n'importe quoi. Oui, et ces dernières années, plusieurs expériences scientifiques, elles, l'ont démontré définitivement. En particulier, celle menée en 2003 par Geoffrey Dean et Ivan Kelly. Ils ont sélectionné près de 2000 couples de jumeaux astraux, c'est-à-dire des gens qui sont nés au même endroit au même moment et qui par conséquent ont exactement le même thème astral. Ils ont ensuite réalisé avec eux des tests de personnalité. Résultat, les jumeaux astraux ne se ressemblent pas plus que deux personnes prises au hasard. Autre expérience, celle réalisée en 1985 par le physicien Sean Carlson de l'université de Berkeley. Sean a d'abord fait le thème astral de 177 personnes. Ensuite, comme pour l'expérience précédente, il a fait leur test de personnalité. Il a mélangé le tout et il a demandé à 28 astrologues parmi les plus renommés des États-Unis de trouver quel thème astral correspondait à qui. Résultat, les astrologues se sont complètement plantés. Oui, en définitive, donc, on peut le dire, l'astrologie, ça ne marche pas. Mais alors, si ça ne marche pas, pourquoi est-ce que tant de gens continuent à y croire? Eh bien, c'est entre autres à cause de ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Ça veut dire que notre cerveau a tendance à se concentrer et à retenir les affirmations qui correspondent à nos idées préconçues. Résultat, si un horoscope prédit 3 choses, une qui correspond à nos attentes, Vous êtes très sympa. et 2 autres qui n'y correspondent pas, Malheureusement, vous mourrez seul et tout le monde vous oubliera. nous aurons tendance à ne retenir que la première.
Oui. Ce n'est un secret pour personne, la France fabrique elle-même des armes et pas que. De la défense, elle vend également des avions de chars, des sous-marins, des chars d'assaut et bien d'autres encore. La France est même très bien placée dans le commerce mondial de l'armement, se plaçant en 4e position tout de même derrière les États-Unis, la Russie et la Chine. Dessine-moi l'écho fait le point sur ces quelques chiffres et son contrôle des exportations. L'industrie de défense française, un secteur pas comme les autres. La France se situe aujourd'hui au 4e rang mondial des États producteurs et exportateurs d'armement, derrière les États-Unis, la Russie et la Chine. L'industrie de défense française, aussi appelée Base industrielle et technologique de défense, BITD, emploie environ 165 000 personnes au sein de 4 000 entreprises, dont les principales sont Dassault Aviation, Thales, Airbus Group, Safran ou encore Naval Group, ex-DCNS. La BITD française produit des armements de haut niveau technologique, notamment des sous-marins, des avions de combat comme le Rafale, des hélicoptères, des véhicules blindés, des systèmes électroniques, radars ou systèmes de communication par exemple. L'industrie de défense n'est pas une industrie ordinaire, car ses clients sont des États. L'État français, tout d'abord, qui commande à sa BITD des équipements pour sa propre défense et qui finance par ailleurs la recherche et développement. Les ventes d'armes à des pays étrangers sont soumises à autorisation de l'État français. La Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, CIEEMG, délivre des licences d'exportation en fonction notamment des relations stratégiques entre les pays. Par exemple, la France n'a pas le droit de vendre des armes aux pays qui font l'objet d'un embargo décrété par l'ONU et l'UE, comme la Syrie. L'Arabie saoudite est son principal client ces 10 dernières années. La France a par ailleurs récemment vendu des Rafales à l'Inde, au Qatar et à l'Égypte, et des sous-marins à l'Australie. Les États qui commandent des armements à la France souhaitent la plupart du temps que la production, voire la conception et l'entretien, se déroulent sur leur propre territoire grâce à des transferts de compétences et de technologies. On parle d'offset direct. Pour répondre à ces exigences, les entreprises françaises installent des filiales ou encore établissent des co-entreprises ou joint ventures, JV, avec des entreprises locales. À terme, ces États aspirent ainsi à se constituer une BITD nationale afin de devenir à leur tour indépendants en matière d'armement. Le défi pour l'État français et ses entreprises est donc d'éviter de favoriser l'émergence de nouveaux concurrents et de conserver une certaine avance technologique. Pour soutenir son industrie, l'État doit continuer à passer des commandes à ses propres industries et à financer leur R&D. Cela ne l'empêche pas d'acheter des équipements à l'étranger, par exemple des drones aux États-Unis et des fusils d'assaut à l'Allemagne. Avec plus de 14 milliards d'euros de prise de commande en 2016, la France est devenue un acteur majeur sur le marché mondial de l'armement. Pourquoi la série américaine The Handmaid's Tale est autant incontournable? La réponse de notre rubrique tête de série, regardez. Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. You gotta take her, okay? Go. It's about 2 miles north. You said someone's gonna meet us. All right, go with mommy. No, it's all right. You go. Go, run! You got her! Série phénomène du printemps aux États-Unis, The Handmaid's Tale, La Servante écarlate arrive en France sur OCS Max. Cette dystopie terrifiante nous plonge dans un proche futur où les femmes sont réduites en esclavage. Nos 4 critiques ont pu voir sa première saison. My name is Offred. I had another name. The Handmaid's Tale suit au plus près son héroïne, Offred, prisonnière et contrainte de procréer. La
Servante écarlate est adaptée du roman The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. La série se déroule dans un monde où le taux de fertilité des femmes a drastiquement chuté au point de mettre en danger la survie de l'espèce humaine. Donc face à cette alternative terrifiante, un groupe de religieux extrémistes ont trouvé une solution, prendre le pouvoir et réduire les femmes fertiles en esclavage. Le but, c'est pas de montrer l'humanité tout entière, mais de rester concentré sur Offred, interprétée par Elisabeth Moss, la suivre au quotidien et la caméra va être très près d'elle pour ausculter sa souffrance, pour aller en elle littéralement, puisqu'on entend aussi ses pensées. Donc cette jeune femme, authentifiée fertile dans un monde où la natalité a chuté, et qui se retrouve donc au service d'un couple de dominants, réduite à servir d'utérus sur pattes, violée rituellement par le maître de maison dans l'espoir qu'elle donne un bébé à ce foyer. Whose fault was it, girls? Her fault. 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 À coup de flashback, la série montre comment notre monde libre a sombré dans la dictature. Tout commence par un attentat, tout se met à dégénérer sournoisement, mais quand chacun prend enfin conscience de ce qui s'est passé, il est trop tard et tout le monde est piégé. L'ancien monde de la série, c'est le nôtre. Et on voit comment cette démocratie américaine va assez brutalement, mais progressivement, devenir cette dictature. C'est aussi une série qui résonne de façon ultra contemporaine, évidemment dans l'Amérique de Trump, dans un pays où un président a pu déclarer au moment de la campagne qu'il faudrait inventer une forme de punition pour les femmes qui ont avorté. Elle rappelle beaucoup de situations que nous vivons actuellement, la guerre contre le terrorisme, les catastrophes chimiques, et une sorte d'état d'urgence qui justifie toutes les atteintes aux droits fondamentaux. They do that really well. Make us distrust each other. Eyes. Come on. Just keep walking. Offred survit dans l'espoir de retrouver sa famille. Son combat rappelle celui de nombreuses femmes autour du monde. C'est un monde où les femmes sont réduites au silence. Et donc on est d'autant plus captivé par la performance d'Elisabeth Moss, qui a très peu de dialogue. On est captivé par son visage, qui est capable de faire passer toutes les émotions et de passer en une seconde de l'effroi à l'ironie. L'héroïne, parfaitement interprétée par Elisabeth Moss, le résume ainsi. Quand ils ont massacré le Congrès, on ne s'est pas réveillé. Quand ils ont suspendu la Constitution, on ne s'est pas réveillé non plus. Et évidemment, lorsqu'on se réveille, il est trop tard. Le traitement des femmes qui est réservé garde une vraie résonance aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, où on retrouve en ce moment ce qu'est la racine même de ce que montre la série. Les femmes au Congrès qui sont par exemple coupées la parole sans cesse par leurs collègues masculins, ou ces lois qui diminuent le contrôle des femmes, que les femmes ont sur leur corps. C'est une série très sombre, très violente, qui est parfois insoutenable, mais où il y a une forme de lumière, qui est la lumière qui est à l'intérieur du personnage d'Offred, qui est la lumière qui sort de toutes ces femmes. Déjà favorite des prochaines cérémonies, The Handmaid's Tale mérite-t-elle sa réputation de série coup de poing? C'est l'heure du verdict de Tête de série. Une très grande série. C'est une des plus belles séries de cette saison américaine et c'est à ne surtout pas manquer. Probablement le choc de cette année. C'est une série aussi politiquement nécessaire que fictionnellement passionnante. C'est beau, c'est bien joué, mais c'est aussi oppressant que le monde que ça décrit. Ça pousse à la réflexion. Pour moi, tout y est. C'est souvent à propos d'un conflit, comme par exemple le conflit syrien, par exemple, mais généralement ce sont son incapacité à agir, notamment du fait des vétos des uns et des autres. Alors, à quoi sert vraiment l'ONU? Réponse de notre correspondant, Guillaume Devin. À quoi sert le Conseil de sécurité de l'ONU? Née en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a été créée pour faciliter le dialogue international et éviter de nouveaux conflits. Elle regroupe aujourd'hui presque tous les pays du monde, soit 193 États. La Charte des Nations Unies précise les objectifs et les différents organes qui composent l'ONU, parmi lesquels l'Assemblée générale, où chaque État dispose d'un siège qui lui permet notamment de voter sur des questions relatives à l'organisation. Budget, acceptation de nouveaux membres, élection du secrétaire général. La Cour internationale de justice règle des conflits juridiques sur demande des États. Enfin, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Son rôle est central,
puisque ces décisions doivent s'appliquer à l'ensemble des pays membres. Le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 pays membres qui se réunissent lors de séances. 5 membres sont permanents. Ils disposent d'un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer une décision. Il s'agit des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale: la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les 10 autres membres sont non permanents. Ils sont élus pour 2 ans par l'Assemblée générale. Chaque année, la moitié d'entre eux est renouvelée. Les décisions prises par le Conseil de sécurité, appelées résolutions, peuvent être de différentes natures. Des positions ou des recommandations, comme en 2017, lorsqu'il a condamné les tirs de missiles de la Corée du Nord. Des sanctions économiques, comme en 2010 contre l'Iran, pour lui interdire d'investir à l'étranger dans certaines activités sensibles, comme les mines d'uranium. Enfin, des opérations militaires. Initialement, la Charte des Nations Unies prévoyait la création d'une armée commune qui n'a jamais vu le jour. Dans les faits, le Conseil de sécurité autorise un ou plusieurs États à intervenir, comme en 1991, lors de la guerre du Golfe, où 34 pays ont combattu l'Irak, qui avait attaqué le Koweït. Pour pallier la création de l'armée commune, le Conseil de sécurité a développé des opérations de maintien de la paix avec les casques bleus, dont l'objectif est de protéger les populations, d'aider les pays dans leur reconstruction, ou encore de renforcer les institutions des pays en transition. Actuellement, on compte une quinzaine d'opérations dans le monde, par exemple au Liban, au Soudan du Sud ou encore en Haïti. Blocage des résolutions en cas de veto d'un membre permanent, manque de représentativité. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité est critiqué et certains demandent sa réforme. Notre format pile-poil nous emmène aujourd'hui avec cette grande question: comment préparer des pois à la française? Voyons l'astuce du chef, justement, dans la rubrique format pile-poil. Regardez. Recette simple des petits pois à la française. Alors là, on va prendre le beurre pommade et on va en mettre tout au fond et sur les parois du récipient. Et obligatoirement un récipient où il y a un couvercle aussi. On va rajouter les petits pois qu'on va juste rincer. On prépare les petits pois, mais on les trie aussi, parce que les cuissons sont différentes. Là, vous voyez bien, on a trié tous les plus petits. Quand c'est les plus gros, il faut les blanchir avant. On va rajouter la petite cébette qu'on va poser dessus, la fleur de sel. Si les petits pois ne sont pas sucrés, on rajoute un peu de sucre. Et là, j'ai pris du jambon de bœuf que j'ai taillé en julienne, que je pose dessus. La salade, on va juste la couper en deux et on va la poser aussi dessus comme ça. Une noisette de beurre au milieu et en cuisson. On va tout de suite à fond, toujours avec le couvercle. Mais le but, c'est de partir sur 3-4 minutes de cuisson à fond et ensuite on laisse sur le côté. On va enlever la salade légèrement croquante et on va redonner une petite cuisson en glaçant les petits pois avec la cuisson qui reste. Donc pour terminer l'assiette, on a pris un pigeon. On va faire un petit pigeon à petit pois à la française, donc un demi-pigeon qu'on a juste ouvert en deux, qu'on a légèrement coloré déjà sur sa face. Et là, on va finir par l'arroser avec le beurre pour finir la cuisson. Et là, on va passer sur le dressage. Prendre la salade. On va y ajouter les petits pois à la française. Le petit pigeon posé dessus comme ça. Et on va terminer par napper le pigeon avec le jus. Donc voilà une façon de faire les petits pois à la française, accommodé avec un pigeon, un plat du dimanche en excellence.
puis nous apprenons la mort de Carlo Caffarra, cardinal italien et archevêque Ferrare. Il avait 79 ans. Et une autre disparition, celle de Nicolas Lafescu, ancien entraîneur de football roumain. Il avait quant à lui 76 ans. Rappel de la principale information de cette édition en 2015, 1/5 des habitants de la planète, soit 1,4 milliard de personnes, ont donné de l'argent à une œuvre de charité. 1 sur 7 a fait du volontariat. Il faut savoir que pour l'ONU, qui a fixé le 5 septembre, jour d'anniversaire de la mort de Mère Teresa, petit retour en arrière sur les chiffres que nous rappelons, 1,7% des Français, je parle bien des Français en France, eh bien, ont couru pour le volontariat. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la méthode de Jean-Pierre Buffet, nous devons aller très vite, suivi du journal de l'Écho avec Joseph Cabri. Prochaine rediffusion à minuit 5 tout à l'heure. Rendez-vous demain pour l'information. Le prochain rendez-vous, c'est bien évidemment demain à 20h30. Je vous souhaite une très belle soirée et merci de nous rester fidèles. À demain.